Justine Thibault, je suis élue du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de la région Occitanie et coprésidente de la commission communication. Donc, on m'a chargée d'introduire le webinaire qui nous rassemble aujourd'hui, webinaire partenaire de l'Ordre avec Septéo, donc qui sera animé par Béatrice Piquet, qui est directrice générale de Septéo Finance and Accounting Solutions, et Bonjour. Delphine Buisson, qui est directrice générale de Eurus. Le sujet d'aujourd'hui, sujet prégnant et important, les nouveaux modèles économiques des cabinets d'expertise comptable. Avec donc notre partenaire Septéo, avec qui j'ai le plaisir de collaborer sur ce webinaire et qui m'a chargé de vous rappeler qu'il serait présent aux universités d'été de Paris ainsi qu'au congrès et à notre assemblée générale. Si vous n'avez pas encore pris du coup votre adhésion pour l'assemblée générale, je vous invite à vous inscrire. Également, on m'a chargé de vous rappeler qu'il y avait donc 2 webinaires le 23 septembre avec la BP Occitanie sur le crédit à impact, donc orienté RSE. Je vous invite également à vous y inscrire. Et enfin, un dernier webinaire de septembre qui est également très intéressant avec notre partenaire La Place sur la transmission d'entreprise et la protection du dirigeant. Des sujets très intéressants également. Je vais laisser la main à Béatrice pour prendre le relais. Merci à vous. Merci Justine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour présenter les nouveaux modèles économiques des cabinets. Donc, je suis Béatrice Piquet, directrice générale de Septéo Finance et Accounting, et j'ai la chance d'accompagner la transformation des cabinets d'expertise comptable. Je dis bien la chance parce qu'on est en train de vivre une période inédite. Et c'est quand même fabuleux de pouvoir être acteur de ce changement. Voilà. Delphine, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je m'appelle Delphine Buisson, je suis la secrétaire générale de l'Alliance Eurus, je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure, cofondatrice de l'UmiSchool. Voilà, entre autres activités, je partage avec Béatrice l'enthousiasme de cette époque un peu folle. Voilà, sur la transformation de nos entreprises. Et j'avais envie peut-être pour démarrer de dire simplement, on a eu tellement l'habitude de dire que c'était une profession non essentielle. Et ben, j'aimerais bien qu'à la fin de ce webinaire, on se convainque que c'est une profession essentielle à la bonne santé de notre économie, et pas juste la santé, mais vraiment l'innovation, la transformation. Exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise toutes les deux, Delphine, c'est qu'on est persuadé que l'expert comptable a un rôle indéniable à jouer dans la pérennité et la sérénité de nos entrepreneurs français. Donc, on est très contents de pouvoir vous accompagner, et Delphine et moi, sur cette transformation. Du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, voilà, il va se passer autour de 45 minutes et 15 minutes pour les questions. Une petite introduction en fait sur le contexte qui s'est imposé à nous, mais qui finalement devient une véritable opportunité pour tout le monde. Je vous présenterai rapidement le groupe Septéo qui reste, malgré sa position dans le top 10 des éditeurs français, un groupe encore suffisamment méconnu. Insuffisamment connu. Delphine présentera le groupement Eurus, et puis on débattra ensemble sur les nouveaux modèles économiques des cabinets, surtout Delphine d'ailleurs, puisqu'elle a bien travaillé sur le sujet. Et à l'issue de ce webinaire, du coup, on prendra vos questions. C'est avec plaisir qu'on y répondra, et Delphine et moi. Petite introduction que je voulais faire pour vous. Alors, c'est vrai que la facturation électronique, elle rebat vraiment les cartes. Alors, au début, les cabinets ou même les entrepreneurs l'ont pris comme un contexte réglementaire qui nous était imposé. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la maturité des entreprises et des experts comptables, on se rend compte que, non, mais finalement, ça change tout. En fait, ça va changer le métier de l'expertise comptable, qui était principalement sur la tenue ou la révision des comptes, avec une capacité, en fait, de pouvoir encore plus automatiser tout ce travail. Ah, je n'ai pas partagé l'écran, c'est ça ? Je vois que, je sais pas, ouais, j'ai oublié de partager l'écran, c'est possible. Alors, attendez, hop, voilà, partager. Voilà, excusez-moi. Du coup, ça rebat un peu les cartes et permet d'automatiser, d'aller encore un cran plus loin, en fait, sur l'automatisation comptable et la production comptable, pour vraiment permettre, en fait, ce qui tient à cœur de beaucoup d'experts comptables, de pouvoir accompagner l'entrepreneur dans sa mission du quotidien, qui est de faire du business, et qui est allé de créer de la valeur en fait sur le tissu économique français.
Ça remet en question l'organisation interne du cabinet parce qu'en fait, la facture, c'est la base en fait de la comptabilité, qu'elle soit en réception ou en émission, c'est des entrées, des sorties. Et quelque part, en fait, si on touche au contexte réglementaire de la facture, on touche aussi au processus du cabinet, qu'elles soient technologiques, quelles sont les solutions, est-ce que les solutions, elles sont compatibles, pas compatibles, comment je vais gérer ma production alors que je vais avoir moins de saisie, comment je vais communiquer en fait cela auprès de mes clients qui au départ me payent pour gérer en fait de la saisie comptable, mais pas que, comment je gère le contrôle, la supervision et autres. La relation client, elle évolue aussi un peu. Le modèle économique, on en parlera avec Delphine. Et puis enfin, c'est comment je me différencie de mes autres confrères, puisque aujourd'hui, tout le monde va traiter la facturation de façon un peu similaire sur cette partie imposée par la partie réglementaire. Et donc, du coup, comment je tire mon épingle du jeu pour justement me dire, finalement, si j'arrive à automatiser un maximum, si j'arrive à passer moins de temps sur la production comptable, quelque part, j'ai plus de temps pour aller créer des services à valeur ajoutée. Et là, la vraie question, c'est quoi ma stratégie, c'est quoi mon ADN et quels sont les conseils que je peux proposer au-dessus pour des entreprises qui finalement me font confiance et ont besoin de moi. Et du coup, Delphine viendra beaucoup plus en profondeur que moi sur le sujet, mais moi, ça m'évoque quand même 3 niveaux de modèle économique sur lesquels je vous invite à vous pencher. Le premier, c'est la réduction de la saisie. Donc, effectivement, c'est repositionnement vers le conseil, mais la vraie question, le conseil de quoi, vers quoi? Le deuxième sujet, c'est quelle nouvelle source de revenus je peux aller chercher en tirant profit de cette facturation électronique. Soit en jouant sur les logiciels, soit en jouant sur des packs de gestion et d'accompagnement sur la facturation électronique. Et du coup, le troisième sujet, c'est partant de là, comment j'adapte mes modèles existants. Est-ce que je fais du forfait récurrent qui intègre les solutions de facturation électronique ou est-ce que je fais une facturation à la valeur avec un niveau de service détaillé sur du pilotage de trésorerie, sur du suivi de performance en temps réel ou autre. Là, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Peut-être que Delphine en aura probablement plus que moi. Mais c'est juste en fait 3 interrogations que je vous invite à avoir. Et je pense que vous avez déjà tous commencé à vous poser les bonnes questions. Donc voilà, on va tous converger vers le même sujet. Ce qui est sûr, c'est que la facturation électronique, elle nous est imposée, mais c'est à la fois une superbe opportunité pour modifier un peu ce modèle économique et que ce modèle économique, il doit prendre en compte la facturation électronique et ça ne doit pas être vécu comme une simple charge, mais au contraire comme un levier de diversification, de différenciation et de montée en gamme qui prend en compte l'abonnement logiciel, l'accompagnement digital, le conseil, la data. Et en fait, voilà, tous ces sujets-là qui poussent la réflexion vers, finalement, c'est une super opportunité qui s'offre à nous. Voilà. Donc, prenons acte. Et on a, je sais pas, on n'a plus beaucoup de temps maintenant. On doit avoir la réforme, elle se met en œuvre au mois de septembre 2026. Donc, ça va aller très, très vite. Sachant le calendrier de la comptabilité, il nous reste à peu près 6 mois pour se mettre en ordre de marche. Donc, voilà, on va essayer d'ouvrir les chakras avec Delphine pour faire en sorte de vous donner le plus de conseils possible. Qui nous sommes, Septéo? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est l'un des seuls centaures de la région Occitanie. Alors, quand on dit centaure, on n'est pas une licorne. C'est-à-dire qu'une licorne, elle se finance principalement par des fonds, par des levées de fonds. Le centaure, il a comme particularité d'être à la fois en forte croissance, mais aussi en forte croissance sur sa rentabilité. Donc, il est à la fois rentable et à la fois croît très, très vite. On est spécialisé dans l'édition de logiciels sur des fonctions métiers réglementées principalement, puisqu'on accompagne les métiers de l'immobilier, du droit, typiquement les notaires, les avocats, les directions juridiques, les commissaires de justice, mais on a étendu un peu notre périmètre au fur et à mesure avec de la RH, les métiers du chiffre avec les experts comptables bien sûr et l'hospitality. Donc, ce qui caractérise le groupe Septéo, c'est que notre vœu, c'est d'automatiser un maximum tout ce qui est une contrainte pour les professions qu'on accompagne. Et souvent, cette contrainte, elle est documentaire, elle est papier, elle est processus. Donc, comment on fait pour automatiser, digitaliser
tout ce qui va vous libérer à être encore plus efficace dans vos métiers. Top 10 des éditeurs de logiciels en France, donc c'est une belle performance, donc on est très content de pouvoir l'afficher. On est au cœur de la vie de 20 millions de personnes, si ce n'est plus, puisqu'en fait, quand vous allez signer un acte notarié, quand vous allez créer une entreprise, quand vous allez acheter un bien immobilier, on va dire que dans 90% des cas, sans vous en rendre compte, vous utilisez les solutions du groupe Septéo. Et ça aussi, ça nous tient à cœur parce qu'en fait, on fait partie du quotidien des Français et c'est quand même assez remarquable. On est composé de 3000 collaborateurs au sein du groupe et on investit 35 millions d'euros par an dans la R&D avec quand même comme fer de lance l'intelligence artificielle. Tous nos métiers sont aujourd'hui accompagnés de l'intelligence artificielle et vous allez voir une montée en puissance même sur les experts comptables. On présente des choses au congrès là qui montrent que l'intelligence artificielle va vraiment vous permettre d'automatiser un maximum la production comptable. Je reviendrai peut-être plus tard, mais ce qui caractérise la solution Ingenio, c'est la capacité de gérer de façon intelligente le cycle de vie des factures. Donc, qu'il s'agisse de factures d'achat, qu'il s'agisse de factures de vente, qu'il s'agisse de notes de frais, qu'il s'agisse de relevés bancaires ou autres, tout ce qui est pièces comptables ou assimilées peut être automatisé par la solution Ingenio pour récupérer ou émettre, mais également imputer en comptabilité, et tout ça dans un contexte réglementaire qui nous est imposé, ou en tout cas sur lequel on va surfer sur les 2-3 prochaines années. Et avec comme fer de lance quand même au cœur de tout ça, c'est la volonté de pouvoir accompagner la transformation des experts comptables et de faire en sorte que l'expert comptable, qui est l'agent de proximité des entrepreneurs, qui est vraiment le confident au quotidien des entrepreneurs, puisse s'appuyer sur des acteurs du logiciel tels que Septéo pour pouvoir aller encore plus loin dans sa démarche de conseil et encore plus loin dans sa démarche d'accompagnement. Donc, c'est vraiment repenser les processus pour qu'ils soient le plus simple possible et le plus automatisé possible autour de la facture ou de la production comptable pour vous permettre de gagner un temps mais considérable et faire en sorte que ce temps il soit dégagé pour aller proposer des nouveaux services à valeur ajoutée et surtout du conseil. Et au cœur de tout ça, c'est des logiciels qui ne sont pas aux couleurs d'Ingenio ou de Septéo, mais qui sont aux couleurs du cabinet. Parce qu'en fait, une entreprise, quand elle choisit un expert comptable, elle choisit un confident, elle choisit quelqu'un en qui elle a confiance. Et donc, elle ne veut pas qu'il y ait de rupture dans cette relation de confiance, qu'il s'agisse d'une relation physique ou d'une relation figitale, plus ou moins digitale. C'est avec son expert comptable qu'elle veut collaborer et qu'elle veut échanger, pas avec un éditeur de logiciel. Ce qui nous caractérise, vous le voyez ici, donc il y a à la fois les outils du cabinet, qui est la capacité à collecter des flux, à les contrôler, les vérifier, les imputer en comptabilité, les passer en paiement, les archiver, et puis permettre de vous accompagner sur la facturation électronique avec les plateformes agréées, mais également une interface client qui vous permet de mettre à disposition de vos entreprises un certain nombre de services digitalisés que vous allez pouvoir monnayer ou que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients moyennant des nouvelles sources de revenus. Donc là, aujourd'hui, on a un certain nombre de choses. Donc, l'espace collaboratif qui vous permet d'échanger sur le cœur de base de pièces documentaires manquantes ou de factures manquantes ou de dépôt de factures, validation, mise en paiement et autres, mais également des applications de notes de frais, des circuits de validation, modules de facturation pour permettre à vos clients d'émettre des devis ou des factures, de pouvoir faire un rapprochement automatisé de devis-facture, bon de commande facture, de mettre à disposition de la signature électronique simple et avancée, du paiement fournisseur, de l'encaissement client. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir, ce portail de service va se développer avec du conseil juridique, avec de l'examen de conformité fiscale et avec tout un tas de nouveaux services qui seront mis à disposition des experts comptables pour leurs clients, que vous pourrez monnayer sur ce portail. Et du coup, ce portail devient petit à petit la marketplace des experts comptables pour les entreprises. Et au cœur de tout ça, on a un outil de production comptable, de gestion de liasse fiscale, bien sûr, et de gestion interne du cabinet. Voilà, donc on devient un acteur complet pour accompagner l'automatisation de la production comptable et la fidélisation des entrepreneurs derrière les experts comptables. J'ai été un peu rapide sur le sujet, mais on aura bien le temps d'y revenir à plusieurs occasions.
Juste rappel avant de donner la main à Delphine, bon, on a quand même 2 échéances qui sont assez fortes et qui sont marquées dans le marbre, hein, quel que soit l'environnement politique qu'on doit subir aujourd'hui. Ces dates-là, elles ne bougent plus. Donc maintenant, la vraie question, c'est comment on y va. Je sais que tout va se passer là sur la fin de l'année, entre septembre et fin d'année. Généralisation de l'obligation pour les grandes entreprises et ETI d'émettre des factures. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que petit à petit, toutes les entreprises vont se mettre en conformité dès 2026 pour recevoir des factures qui seront émises par des grandes entreprises ou des ETI. Pourquoi? Parce que toutes les TPE, PME, elles reçoivent des factures Orange, elles reçoivent des factures Bouygues, elles reçoivent des factures Engie, Total et autres, et que ces grands émetteurs, ils vont devoir émettre selon la réglementation. Et donc, par effet rebond, nous, on va devoir les recevoir en tant que TPE, PME. Ça veut dire qu'il faudra qu'on ait aussi une PA dès le mois de septembre 2026. Donc ça, c'est important parce que souvent, on dit, oui, mais non, mais nous, c'est que 2027. Ah ben non, en fait, parce que on reçoit aussi des factures de gros émetteurs qu'il va falloir bien gérer dès septembre 2026. Et puis 2027, là, pour le coup, c'est notre obligation d'émettre. Donc, on aura déjà reçu. Donc maintenant, il faudra qu'on émette selon la réglementation et on aura couvert tout le périmètre émission-réception entre 2026 et 2027. Voilà. Donc du coup, vous le voyez, en fait, la facturation électronique, elle va considérablement changer la donne. Et je vais te passer la main, Delphine, pour que tu nous présentes l'Alliance Russe et tout ce que tu as en tête pour accompagner les experts comptables. Parce que je sais que tu as plein de choses en tête. Je te passe la main. Merci beaucoup. Alors, c'est pas moi je peux pas bouger. Voilà, super. Je te laisse faire. Donc, tout ce que j'ai en tête, ça rentrerait pas dans le temps qui nous est imparti, mais peut-être quelques idées clés. Et pour ceux qui connaissent pas, une présentation rapide de l'Alliance Russe, premier groupement d'indépendance, un GIE de la profession comptable depuis 2023, groupement par réseau et pas association technique. Voilà, on travaille avec nos amis, bien sûr, d'autres groupes. L'Alliance Russe, c'est plus de 40 entreprises. Alors, j'ai mis cabinet, mais en fait, on les appelle des entreprises. Presque 450 associés, 6000 professionnels. Ça, c'est à peu près le périmètre. Et on pense souvent que ce sont que des grosses entreprises parce que 6000, ça fait beaucoup. Mais en réalité, nous avons 15 entreprises qui sont des 20-40 personnes, 15 entreprises qui sont des 50, 80, 90, nos moyens. Et on a effectivement une dizaine d'entreprises qui sont des gros à plusieurs centaines et qui sont souvent en forte croissance. Alors, qu'est-ce que tous ces gens ont à faire ensemble? Plein de choses. Hein. On rassemble, on va dire, des pionniers, des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme. On parlera tout à l'heure des différentes modalités d'exercice de ce métier parce que ça impacte les modèles d'affaires. On n'y pense pas beaucoup. Mais qui vous voulez être comme dirigeant et non pas comme expert, ça va venir donner aussi la couleur des modèles d'affaires que vous allez choisir de mettre en place. Et donc, chez Eurus, clairement, on a des entrepreneurs qui veulent garder la main sur leur offre de service et sur leur modèle d'affaires. Voilà. D'autres modèles existent, ils ne sont pas moins bien ou meilleurs, mais en tout cas, celui-ci, c'est le nôtre. Donc, on rassemble des pionniers. Bien sûr, un gros pilier de veille et d'intelligence économique, qui est historique. Un gros pilier sur l'animation, la formation, le management de communautés métiers et nouveaux métiers. Et bien sûr, on vient nourrir la communauté des dirigeants. Donc ça, c'est un peu notre modèle d'organisation. On vient travailler sur l'équipement de vous, de professionnels, à la fois avec de la connaissance, des technologies et des méthodologies, des protocoles avec, bien sûr, le client pour boussole. Et on est allé un cran plus loin, mais je vous en reparle après, avec la création d'un dispositif pour passer de façon très opérationnelle à la transformation des modèles, des offres et des métiers. Voilà, pour l'Alliance Russe, et vous nous retrouvez sur le site internet www.russe.fr. Alors, en ce qui nous concerne, quand on parle de régénérer les modèles d'affaires, vous avez deux façons de vous y prendre, mais en tout cas, à chaque fois, vous allez retrouver le mot d'offre. Finalement, c'est vraiment la bonne époque pour se poser la question de qu'est-ce que nous avons à proposer à nos clients et d'ailleurs à quels clients. Ça va avec. Et là, vous avez deux façons de faire. Une que vous connaissez bien, qui est l'audit de votre offre, c'est-à-dire vous allez commencer par regarder tout ce que vous avez dans votre banque finalement. C'est un travail qui est assez colossal, assez intéressant, qui est très peu fait de façon exhaustive et qui est très riche d'enseignements.
Voilà. Donc ça, c'est évidemment un travail qui reste à faire et je vous en propose un deuxième. Ils vont se croiser. C'est aussi de se dire comment on fait pour écrire notre stratégie de l'offre. Donc avec cette idée que ça doit remonter au niveau de la gouvernance. Qui sommes-nous et qu'avons-nous à proposer? Alors, de façon extrêmement simple, pour ne pas dire simpliste, qu'est-ce qui vient nourrir finalement une offre de service? J'ai bien mis le mot valeur en dessous, puisque c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est quoi qui va être perçu comme avec beaucoup de valeur. J'ai pas mis valeur ajoutée, simplement valeur tout seul, ce sera déjà pas mal. Donc il y a deux grands types de nourrissement finalement ou d'inspirateurs de nos offres de services. Déjà il y a nos clients, puis toutes leurs parties prenantes, leurs salariés bien sûr, leurs fournisseurs, l'État qui est une partie prenante de nos clients. Donc quels sont leurs besoins, leurs douleurs, les opportunités et les risques, pour le dire très simplement. Et puis en parallèle bien sûr, donc j'ai mis la réglementation, mais faire comme si on allait être déréglementé, ça peut être aussi une façon intéressante de l'idée nos offres de services. Et puis beaucoup et de plus en plus nos partenaires technologiques et les technologies qui arrivent, qui sont de grandes inspiratrices de nos offres de services. Et une fois qu'on a dit ça, il y a aussi quelque chose ou quelques-uns qui viennent inspirer l'offre de service. Bien sûr, c'est vous, c'est les dirigeants. Je connais des centaines d'experts comptables depuis le nombre d'années que je suis dans cette profession. Je dirais bien qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent et vous habillez votre métier à la fois d'expert au sens large et de dirigeant de bien des façons. Et c'est vraiment le bon moment pour vous poser la question, qu'est-ce qu'on aime faire, moi et puis mes collègues, puisque souvent vous dirigez à plusieurs, et deux, c'est déjà un plusieurs, comment vous aimez colorer votre métier, c'est quoi votre vision de métier? Parce qu'il n'y aura pas une offre de service, mais des offres de service, et la première couleur, c'est vous qui la donnez, avec ce que vous aimez. Si vous aimez, en principe, vous êtes bon, et si vous êtes bon, vous allez pouvoir délivrer de la valeur. Donc, ne vous oubliez pas dans la stratégie de l'offre de service. Et puis, j'ai bien mis au milieu le grand oublié de la stratégie de l'offre, c'est évidemment les compétences. Et on voit bien que ce soit les technologies ou les clients, pour des raisons différentes, ils vont venir aussi nourrir ce que j'appelle la stratégie des compétences. Alors, on est bien loin du plan de formation. La stratégie de compétences, c'est ce qui met en lien quelle offre de service, quelle mission, qu'est-ce que je vais proposer, avec quel outil, quelle technologie et quels gens. Voilà. Et une fois qu'on a ce triptyque-là, alors on va pouvoir commencer à travailler sur les parcours. Je vous ai mis sur le côté bien penser à la valeur, au management, aux attitudes, et puis l'organisation, l'architecture data qui devient un élément évidemment très important. Donc voilà, qu'est-ce que finalement on vient vendre à nos clients? Que viennent-ils acheter chez nous? Donc partir de l'offre, partir du client et partir de l'offre. Voilà, c'est déjà quelque chose d'assez simple. Donc mettez-vous dans l'offre de valeur et puis posez-vous aussi cette question. Je veux bien la slide suivante. Ce que j'appelle une vraie bonne question, c'est qui décide? On a bien des vagues aujourd'hui qui viennent chahuter notre profession. Alors, encore une fois, on peut le prendre comme des vagues d'opportunités ou de risques, c'est à vous de choisir. Et on voit se dessiner, alors toute typologie est discutable, mais je les ai réunies en 4 typologies d'entreprises. Vous allez avoir des entreprises qui vont être dirigées par une marque. Vous rejoignez un groupe, une enseigne, une marque, et donc finalement, vous n'allez plus décider finalement de la politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on vient, et souvent d'ailleurs on rejoint un groupe parce qu'on n'a plus envie de choisir les technologies, de choisir les offres, de faire du marketing. Donc vous vous mettez sous bannière ou sous chapeau. Et donc là, vous décidez d'un certain nombre de choses, mais vous ne décidez plus en tout cas de votre offre de service. Donc ça, c'est ce que j'appelle la marque leader. On commence à voir émerger, et ça n'est pas terminé, la technologie leader. En choisissant une ou plusieurs types de technologies, finalement, on vient se mettre sous bannière d'une technologie. On en a déjà fait l'expérience de façon implicite ou explicite. Encore une fois, tout ce que je dis ne porte aucun jugement de valeur. Il s'agit vraiment de choisir quel genre de dirigeant vous avez envie d'être et de quoi vous allez décider. Il y a des technologies qui sont tellement fortes, on va dire, qu'elles vous disent
quelle va être votre offre, de quoi vous avez besoin en termes de compétences, qu'est-ce que vous allez facturer, qu'est-ce que vous n'allez plus facturer. Et dit autrement, certains choix technologiques vont devenir finalement leaders dans la façon que vous aurez d'exercer votre métier et dans votre modèle d'affaires aussi, ce que j'appelle les technologies leaders. Et pourquoi pas? Un modèle qui est trop récent, même si évidemment ça fait bien longtemps que les investisseurs sont rentrés dans pas mal de groupes, mais là on voit qu'il y a quand même une accélération évidemment des financiers dans notre profession. On n'a pas encore vu les impacts, mais ça pourrait être intéressant de voir le cabinet qui est financé. Est-ce que les investisseurs vont devenir des leaders et que vont-ils demander? Finalement, qu'est-ce qu'on va décider encore quand on aura à notre board des investisseurs qui auront une vision peut-être différente, peut-être pas, de la nôtre. Et puis, en tout cas, les entreprises qui sont chez Eurus sont plutôt ce que j'appelle des entrepreneurs leaders ou des leaders entrepreneurs qui assument l'entièreté de la responsabilité de avec quelle technologie nous allons travailler, quelles vont être nos offres de services, avec quels gens, avec quelles personnes, peu importe la nature du contrat. Donc, dit autrement, vous gardez l'entièreté de la décision et à ce moment-là, vous avez donc besoin de nourrir en tant que dirigeant beaucoup de connaissances, qu'elles soient technologiques, de compétences et business, bien sûr. Voilà, donc juste peut-être pour vous situer sur vers quel modèle vous avez envie d'aller finalement, déjà en termes de gouvernance, en termes de décision. Qui décide chez vous? C'est une bonne question à se poser. On peut poursuivre. Donc, je vais m'intéresser essentiellement aux leaders entrepreneurs. Et donc, à ce moment-là, vous avez trois clés, évidemment. La façon dont vous dirigez, les compétences et les technologies. Vous devenez de facto un architecte. On peut le voir comme ça, c'est un très beau métier, architecture, des compétences et des technologies pour aller vers des propositions qui sont nourries. On peut passer à la slide d'après. L'image va parler d'elle-même et vous voyez bien de quoi je veux parler. Ça me fait penser un peu à la vague de Nazaré, donc ça chahute bien depuis déjà 15-20 ans, que ce soit le digital, la révolution de la donnée, bien sûr, cyber, la démographie dont on parle peu, mais qui est un élément, les modèles de durabilité ou de robustesse, tensions économiques, géopolitiques, bien sûr, un futur peut-être déréglementé, la financiarisation, l'IA très récemment. Comment toutes ces vagues, finalement, peuvent être transformées en opportunités. Peut-être qu'on ne saisira pas tout, mais peut-être qu'on en saisira un certain nombre. Et là, à nouveau, je vous invite à réfléchir à ce qui vous plaît, vous, en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, dans votre métier. Qu'aimez-vous faire et quelle est là ou quelles sont les vagues que vous allez appréhender avec de la joie pour pouvoir développer d'autres missions de service, puisque vous le savez, finalement, et c'est un peu un mindset de se dire ça comme ça, chaque défi et l'opportunité pour designer une nouvelle offre de service. Donc là, je vous en ai mis un certain nombre. La slide d'après, ce sera super. Vous avez les supports après. C'est évidemment pas exhaustif. Je n'ai pas la prétention que tout ça soit exhaustif. Mais en tout cas, l'idée de travailler sur les offres et sur des familles d'offres de services, c'est vraiment important, à la fois en termes d'opportunités, de risques, mais aussi d'être très lisible par vos clients ou par vos prospects. On est souvent, et je pense dire une platitude en disant ça, on connaît très mal le métier d'expert comptable ou les métiers autour de la profession comptable. Et j'ai envie de dire, responsabilité à nous, à travers nos offres de services, d'expliquer nos propositions de valeur, ce que nous pouvons faire, prester, comment nous pouvons équiper nos clients à l'aune de toutes ces nouvelles vagues qui viennent évidemment percuter de plein fouet nos clients qui sont des entrepreneurs aussi, tout comme nous. Voilà. Donc là, une typologie, évidemment, l'ARH, pourquoi pas, le pilotage client, les services administratifs, les technologies avec beaucoup d'automatisation. On parlera d'agentique tout à l'heure, la gouvernance des données, la conformité, la gestion des risques. On est au début de cette ère complètement dématérialisée, agentique, et puis tous les modèles robustes qui sont des modèles d'innovation. Voilà, bon, à votre bon cœur, messieurs, dames, ce n'est pas les idées qui nous manquent, mais finalement, chaque fois qu'on travaille sur une mission nouvelle, on est obligé de décrire la valeur, la mission, etc., les technologies qui vont aller bien pour nous aider à réaliser cette mission et les protocoles. Et au bout du bout, la question qui reste à se poser, c'est qui va faire tout ça?
Et donc, une partie du qui, eh ben, ça va être une partie de technologie et une partie de vrais humains, hein, comme vous et moi. Donc, qui sont ces humains? C'est un gros travail qu'on avait fait alors qu'on fait depuis très longtemps, mais qu'on avait formalisé en 2022 avec plusieurs laboratoires sur recenser toutes les offres de services qu'on était déjà en train de prester. Donc, je ne vous parle même pas des futurs. Et ça nous avait amené à cette question fatale, mais qui va faire tout ça, que ce soit dedans ou dehors, où allons-nous trouver les gens pour faire tout ça? Et finalement, vous voyez bien à quel point, et ça c'est vraiment très important, quand on travaille sur le modèle d'affaires, c'est impossible de travailler sur les propositions de valeur et les missions sans travailler sur les compétences et les métiers. Et donc ce travail-là, c'est une nouvelle aventure qu'on a démarré avec Eurus, mais qui a pris évidemment beaucoup d'ampleur, puisqu'on a ouvert l'Umischool depuis 2 ans, c'est l'école des nouveaux métiers. Et des nouvelles offres de services. C'est un peu une business school pour la profession comptable. Donc, c'est ouvert évidemment à toute la profession comptable, en tout cas à ceux qui ont la même vision que nous, en disant voilà les métiers qu'on avait. Évidemment, c'est une liste utile. Vous êtes déjà avec votre métier, mais à quoi vont ressembler nos équipes demain et comment on va pouvoir rendre ça lisible par les tiers. Donc, mission et métier, ça voyage ensemble pour travailler sur nos modèles d'affaires. À nouveau, c'est une liste non exhaustive, mais vous voyez qu'on voit des métiers parfois qu'on connaît, les DAF externalisés, tout ça, c'est des choses dont on imagine depuis longtemps et parfois c'est fait, vous avez déjà fait ça. Et puis on commence à avoir des choses un peu plus exotiques, des orchestrateurs d'API, enfin bon, des métiers un petit peu différents. On va y aller pas à pas. Une bonne question aussi, c'est de se dire pour transitionner dans un modèle d'affaires, c'est quoi les premières étapes? Il y a des étapes qui sont prioritaires et aujourd'hui, pour revenir sur ce que Béatrice disait tout à l'heure, évidemment que la facture électronique est un passage historique, une opportunité vraiment inédite pour travailler sur l'organisation de notre cellule de production d'informations finalement, qui est la production de la comptabilité, les liasses fiscales, etc. Donc, pour ceux qui veulent commencer par les basiques, recommencer à bien écrire notre chaîne de valeur et notre chaîne de production. Je vous montrerai un petit schéma tout à l'heure. Donc, l'Umischool, je vais passer assez vite là-dessus. Je voulais juste faire, vous avez le catalogue, on est en train de refaire le site internet, il va sortir ce mois-ci dans sa nouvelle version. Ce qui est important, c'est que c'est accessible voilà, depuis déjà 2 ans. On a formé plus d'une centaine d'élèves déjà avec d'autres groupements amis, concurrents. Et voilà, vous êtes bienvenus pour plus d'informations. Et l'ouverture très prochaine, là, on va le lancer ce mois-ci, de l'Observatoire des nouveaux métiers et des nouvelles offres pour travailler ensemble, justement, pour ne pas perdre ses coups d'avance, parce que vous allez voir que la façon dont on travaille, c'est vraiment de rester focus sur le client, le besoin client, la mission, puis on met en place des parcours de formation pour pouvoir vraiment transitionner ensemble le business model et les métiers. Voilà, donc l'Umischool, je vous laisse découvrir, mais je voulais juste attirer votre attention sur l'Observatoire des nouveaux métiers qui va être l'outil de veille pour rester pionnier vraiment et pas perdre de temps pour mettre en place les nouveaux parcours compétences. Voilà, je ne reviens pas dessus, on part des besoins clients, vous voyez, rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il faut le faire. Écrire les lettres de mission, et puis ensuite, on crée les parcours. Et dans un parcours, on commence par partager la mission. Ensuite, on travaille sur les protocoles méthodiques, techniques, donc les outils, la stack technologique, bien sûr, et les comportements sont des parcours très empiriques. Ce travail, pourquoi je vous partage ça? Ce travail, il est super intéressant tant que vous n'avez pas mis le nez dans les missions et les métiers. Vous ne pouvez pas dire que vous vous transformez. C'est impossible en fait. Ou alors on y va à la petite cuillère. On va embaucher quelqu'un, mais on ne mesure pas trop les impacts, ce n'est pas cohérent. On a besoin de recréer beaucoup de cohérence dans nos chaînes des métiers et dans notre proposition de valeur. C'est ça qui fera le succès de nos modèles d'affaires. Je vous ai mis un petit compte de résultats après. On a aujourd'hui des modèles d'affaires qui sont, on peut passer à la slide d'après, on a des modèles d'affaires qui sont, je veux bien la slide suivante, pardon.
Voilà, ça c'est un petit morceau pour vous donner un exemple de comment on fait pour redessiner un parcours client. Puisqu'une fois qu'on a des offres, on ne veut pas être un Lidl, nous on ne veut pas avoir des offres posées sur l'étagère comme ça et le client doit se débrouiller. Enfin voilà, il doit nager dans un océan d'offres de services qui sont plus ou moins bien distribuées. Voilà, on n'y voit pas clair. Donc le parcours client, c'est la chaîne temporelle, spatio-temporelle qui vous ramène de façon très têtue sur est-ce que vos offres de services sont clairement distribuées. Et donc là, pour prendre un petit morceau, et encore une fois, tout est discutable, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein, quand on parle de vente et de on-board de clients, aujourd'hui, c'est souvent l'expert comptable qui vend encore. Hein, et puis après, il passe la balle à un collaborateur lambda. Alors, dans l'univers LumiSchool, on se dit que seul l'expert comptable ne vendra plus. D'ailleurs, hein, on va travailler bien sûr sur des chargés de développement 360, des auditeurs qui seront aussi des pré-vendeurs de votre offre, qui vont passer la balle à des Customer Success Managers qui vont organiser, équiper le client à la fois en termes de méthode et d'outils. On croit, donc on peut être non pas seulement des distributeurs, mais des équipementiers. Et en tout cas, c'est quelque chose qui nous rapproche, Béatrice et moi. Hein. On peut être équipementier de nos clients et on se le souhaite parce que si vous ne les équipez pas, je ne sais pas comment vous avez passé votre été, mais je suis restée assez connectée. La foultitude d'offres technologiques qui arrivent directement dans les mains de vos clients, plus les plateformes technologiques qui se servicialisent, il va falloir qu'on garde la main sur nos clients si on veut être force de proposition et continuer à bien travailler pour eux. Donc, vous voyez qu'on est en train de réécrire comment on fait pour vendre et intégrer le client de façon très structurée et pour son grand bonheur. Et puis ensuite, on va passer la balle à une équipe qui s'appelle des data controllers et des office managers. Et puis après, à ce que vous voulez, des superviseurs fiscaux qui vont pouvoir délivrer la mission ESF, un business coach qui va travailler peut-être sur la stratégie, sur les modèles d'affaires. Enfin, il y a plein d'offres de services, mais tant que vous ne les mettez pas sur un parcours cohérent qui est chaîné, où on se passe la balle, comme au rugby, et d'ailleurs j'ai vu que vous étiez devenu sponsor d'un club de rugby, ben, c'est exactement la métaphore, hein, c'est-à-dire comment on passe la balle du client à moi, de moi à mon collègue, ça revient au client, comment on crée de la cohérence, et à chaque fois on réécrit finalement le rôle et la mission facturable. Il y a plein de missions qui sont facturables aux clients. On travaille bien sûr, si je prends les tech CSM, qui sont les Welcomer Tech, on travaille sur bien décrire les lignes de code article finalement qui viennent facturer, qu'on vient packager dans des missions qui deviennent compréhensibles, enfin, pour nos clients qui sont très heureux qu'on s'occupe d'eux. Donc, c'est un travail d'épicier. On se propose chez LumiSchool de le faire ensemble. Voilà, venez avec nous si vous voulez. On travaille évidemment avec notre écosystème de partenaires techno parce qu'on en a besoin. Vous voyez bien que on n'est plus fournisseurs les uns des autres entre le cabinet qui se plateformise et qui se financiarise, les plateformes qui deviennent des marketplaces et qui se servicialisent. Enfin, c'est un jeu de dépendance choisi. Il va falloir aussi travailler, une fois qu'on a dit l'offre, les métiers, les parcours. Dernière chose, le modèle, compte de résultats, indicateur de pilotage. Vous aurez bien sûr les slides. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Aujourd'hui, nos modèles sont beaucoup de la facturation au temps, beaucoup… on a une image de la performance qui est très floue en fait. On a du mal à piloter notre propre performance. Allez, si je le dis simplement, on a des bons clients qui sont bien facturés, qui viennent, dont la marge vient corriger finalement ceux qui sont mal équipés, mal organisés et peut-être aussi mal facturés. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est pas chez vous. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est juste un travail. C'est avoir le courage peut-être de regarder ce qui se passe vraiment, comment on facture, comment on mesure finalement que c'est à la fois bien facturé. Et bien facturé, c'est pas simplement facturé en plus, mais facturer relativement une proposition de valeur, encore une fois, qui est cohérente, sur laquelle je contrôle les coûts. On avait un modèle de coût qui était plutôt basé sur de l'achat et finalement, on s'en va aussi côté achat sur des modèles d'achat, d'abonnement, d'achat au fur et à mesure qu'on consomme. Bref, on est en train de réécrire comment on gagne notre argent et qu'est-ce qu'on met en face en termes de charges, des charges qui deviennent beaucoup plus liées finalement à la production. Donc, vous voyez que
nos destins sont liés. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, de toute façon, c'est comme ça. Nos destins sont liés avec nos partenaires de technologie. Donc, il faut choisir nos dépendances et travailler ensemble. Vraiment travailler ensemble, c'est quelque chose de super important, d'où l'idée qu'on ne peut plus choisir des fournisseurs, mais vraiment choisir des partenaires dans la durée avec des nouveaux indicateurs à la fois économiques et de performance. Moi, je vous laisserai découvrir tout ça, je ne veux pas trop prendre la parole. Je vous fais un petit aparté quand même sur le recrutement et l'organisation du travail. La slide suivante, parce que ça va ensemble. Je veux bien la slide d'après, pardon, je n'ai pas le bouton pour changer. On est en train de changer de paradigme, hein, vous l'avez vu. Les petits points là, vous irez zoomer dessus. C'est une cartographie des agents IA sur un cabinet agentique complètement revisité. Demain, et quand je dis demain, ce n'est pas après-demain, hein, c'est demain, quand vous allez avoir besoin de faire quelque chose ou de faire quelque chose, vous allez vous poser la question, est-ce que je le fais faire par un agent IA ou est-ce que je le fais faire par une personne ? Et les modèles probablement qui résisteront seront des modèles hybrides. Alors, je vous ai mis, c'est un peu provocateur, la photo de Sam Altman, on aime ou on n'aime pas. C'est évidemment un des leaders en ce moment sur les modèles d'intelligence artificielle. Et Sam Altman, il a fait un pari avec ses copains, c'est de dire que ça ne prendrait pas 3 ans avant qu'on voit arriver, pensez à vous et pensez aussi à vos clients, avant qu'on voit arriver des modèles d'entreprise avec un dirigeant, une tripotée d'agents IA et puis très peu de gens, très peu de vrais gens. Voilà. Et avec un business à 1 ou plusieurs milliards de dollars, ils ont fait ce pari-là. Donc, vous voyez que, juste pour dire qu'on ne peut pas, quand on est vous êtes des industriels de la donnée et des producteurs d'informations fiables. Voilà, si je le dis simplement. Sur la production d'informations, vous venez poser du service et du conseil. Bon, il va falloir choisir dans tout ça. En tout cas, côté RH, il y a un gros impact RH. Hein, c'est que vous n'êtes plus simplement en train de remplacer des compétences poste à poste, mais vraiment en train de redesigner une architecture d'équipe hybride entre des humains, des IA, des technologies qui sont bien alignées sur les besoins de vos clients. Donc, juste pour prendre cette hauteur de vue, de dire, voilà, est-ce que ce sont les personnes qui s'adaptent au poste? Est-ce que je suis encore en train de chercher la personne qui va aller bien? Ou est-ce que je revois mes postes qui sont conçus bien pour les besoins futurs? Est-ce que je recrute du 1 pour 1? Ou est-ce que je commence à recruter du 1 pour 2, 3, 5 personnes? Qui j'emmène chez moi? Qui je recrute à l'extérieur? C'est aussi un de nos sujets. Est-ce que je suis dans une logique de remplacement finalement, sans travailler, sans faire cet effort de travailler sur le design de mes offres, mes parcours clients, ma stratégie RH? Ou est-ce que je suis en train de faire du design prospectif? Évidemment, tout ça se fait avec les équipes. Hein. Il ne s'agit pas d'une théorie du grand remplacement, mais on ne peut pas ignorer évidemment tous ces mouvements qui vont assez vite. Et finalement, ça nous donne une vision, et j'en terminerai là-dessus. Je vous ai dit, il faut choisir quel genre de leader vous êtes. Voilà, et tout est bien, il y a des modèles différents. Hein. Vous allez rejoindre une bannière, vous allez rejoindre une technologie leader, vous allez peut-être travailler différemment avec vos partenaires financiers, vous allez peut-être décider de rester entrepreneur, libre et engagé. De toute façon, si vous décidez d'être entrepreneur, il faut s'engager, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, non, je veux juste les 2 modèles. Hein. Donc, le premier, c'est celui de Sam Altman. Hein. Je suis tout seul avec mes petits agents IA et je fais beaucoup d'argent, pourquoi pas? On se demande qui va avoir envie de travailler. Et puis, chez Eurus et l'Unischool, on a plutôt envie de bosser ensemble. Le dernier message, c'est vraiment celui-ci. Et là aussi, je te rejoins, Béatrice. Hein, l'avenir n'attend pas. Mais l'avenir, c'est nous, hein, c'est vous. C'est ce que vous allez décider de faire, de mettre en rayon, de mettre en parcours pour vos clients et vos collaborateurs, présents et futurs. Et donc, la proposition, hein, c'est d'y aller évidemment ensemble. Choisissez vos partenaires. C'est un chantier, ce sont des chantiers assez passionnants. Il ne faut pas hésiter à s'y mettre parce que c'est vraiment en s'y mettant de façon très concrète qu'on arrive à voir à quoi peut ressembler demain, un demain qu'on aura choisi et non pas un demain subi. Voilà.
Ah, merci Delphine, c'est hyper dense, hyper riche. Alors du coup, je m'étais promis de te poser plein de questions pour faire quelque chose d'interactif. Et in fine, je t'ai laissé poursuivre parce que je trouvais que c'était dommage de te couper. Et du coup, pas mal de questions. La première question, c'est qu'on sait que principalement l'activité d'un cabinet d'expertise comptable, bah, c'est la saisie, la tenue comptable, en grande majorité. Et que du coup, c'est ce qui crée la valeur aujourd'hui dans les cabinets, qui peut être par moment un peu remis en question par les clients, du coup, parce que bah, eux aussi voient bien que tout ça, ça s'automatise, que tout ça, ça se simplifie. Et du coup, la tendance naturelle pour un entrepreneur, ça va être de dire, bah, attendez, pourquoi vous me facturez toujours plus alors que finalement, les outils derrière vous permettent d'aller plus vite et d'en faire plus à moindre coût. Alors, comment un cabinet peut y répondre à ça? Alors, de deux façons. La première façon, c'est il faut arrêter de dire que la production comptable n'a pas de valeur. Si elle n'avait pas de valeur, on n'aurait pas autant d'acteurs qui se précipitent sur ce marché de la tenue et de la production, que ce soit des financiers ou des éditeurs. Et je vois pas, enfin, ils sont pas idiots. Il y a bien de la valeur pour quelqu'un à récupérer quelque part. Que ce soit pour de la conformité ou bien pour tout ce que vous pouvez faire pour vos clients après. Donc déjà, cette première idée, il faut arrêter de dire que la compta, ça vaut plus rien. Ça ne vaut pas plus rien pour tout le monde. Ça vaudra bien quelque chose pour quelqu'un. Et la deuxième idée, c'est vraiment justement de travailler sur la proposition de valeur. C'est pour ça que si je prends ce triptyque de production comptable, là où vous aviez l'expert et son équipe, si demain vous avez l'intégrateur, le welcomer, le tech CSM, on l'appelle comme ça chez nous, avec la conciergerie administrative, le data controller, vous avez déjà l'opportunité, plutôt que d'avoir une lettre de mission où le client ne comprend pas ce que vous faites encore, vous avez l'opportunité de faire 2 ou 3 missions peut-être plus simples, peut-être plus précises, qui embarquent les technologies, le savoir-faire, l'intelligence, enfin, en fait, faire tout ce que l'entrepreneur n'a pas le temps de faire et même faire plus, puisque finalement, avec la facture électronique, si franchement, on ne s'occupe pas de la gestion de ses paiements, de son recouvrement, enfin, j'ai envie de dire, avant le recouvrement, un cycle client qui est bien organisé ou un cycle fournisseur qui est bien organisé, bah, c'est déjà pas du recouvrement qu'il y a à faire. Donc, si on ne prend pas cette opportunité pour faire les services plus, les monsieur, madame plus, qui vont nous rendre présents auprès de nos clients, alors c'est qu'on n'aura rien compris à l'opportunité ou même à notre métier. Donc, on a vraiment ces deux choses. Dans nos têtes, il faut qu'on arrête de se dire que ça n'a pas de valeur, parce que ce n'est pas vrai. Et je parle juste de la partie production, hein, de l'alias fiscal. Je pas encore, il y a tout ce qu'il y a autour. Voilà. Il faut arrêter de se dire ça et il faut faire l'effort de l'organiser, de décrire les rôles, les missions et d'avoir cette communication client plus simple, plus précise. Donc voilà, vraiment, c'est ce qu'on travaille hein, dans l'Observatoire des offres et des métiers. C'est ce qu'on travaille chez l'UMI de façon très sévère. Et je vous assure que quand vous faites ça, d'un coup, vous dites, mais bien sûr, quand vous bossez avec des gens qui travaillent auprès des clients et quand vous dites, mais raconte-moi ce que tu fais pour le client, mais c'est sûr, même l'associé, il ne sait pas hein, ce qu'il fait pour le client. Donc, à un moment donné, il faut vraiment faire ce travail de ce que j'appelle d'épicerie fine. On va le faire une fois et après, une fois que ce sera dans les tuyaux, voilà. Donc, bien sûr que ça vaut de l'argent. La question qu'on peut se poser, j'en parlais la semaine dernière dans une réunion, on se disait, est-ce que c'est le forfait, le full, est-ce qu'il faut tout dépioter et tout facturer à la ligne? À nouveau, je pense que la bonne réponse, elle serait hybride. Il y aura des packs intelligents parce qu'on sait que c'est cohérent de facturer ça, ça et ça. Mais par contre, le client, et moi la première, j'en ai ras-le-bol du full. Tu peux tout faire, mais je ne sais pas ce que tu fais pour moi. Donc voilà, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est en option. On a eu c'était hyper intéressant à notre convention quand on a parlé, par exemple, des nouveaux modèles d'affaires durables, etc. On avait débat sur offre sur la robustesse et la durabilité et offre sur l'hyper-performance. Bah, pourquoi pas faire des offres? Quel genre d'entrepreneur tu es? Et finalement, c'est quoi comment tu vas la piloter ta boîte en fait? Voilà. Et partant de là, eh ben, je vais te poser une organisation, les compétences qui vont bien, les bonnes technologies, et on va s'occuper de travailler la chaîne de valeur dans sa polarisation, quoi. Voilà. Là où je te rejoins, c'est que
la comptabilité a une vraie valeur. Enfin, on est tous entrepreneurs, on a tous essayé à un moment donné de faire la compta soi-même, on s'est tous dit à un moment donné, ouais, bon, c'est un métier. Voilà. Donc, si c'est un métier, on est bien content d'avoir des experts comptables qui soient capables de le faire. Il y a aussi l'examen de conformité fiscale. De plus en plus, en fait, des cabinets vont vers ce type de services qui ont une vraie valeur pour les entrepreneurs, pour éviter justement les redressements fiscaux et autres. Et tu te rejoins, il y en a plein sur le conseil juridique, sur la gestion patrimoniale. Enfin, et c'est vrai que quand on tire la pelote en fait de tout ce qui embête un entrepreneur au quotidien, on se dit mais si on prend toute la chaîne de traitement comptable ou si on prend toute la chaîne des entrées et sorties, des encaissements et autres, mais il y a un boulevard de dingue. Et c'est vrai que le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'un expert comptable est peut-être un peu timide et a peut-être du mal à valoriser ses missions. Et que pour une fois, il a l'opportunité de pouvoir le faire et de pouvoir démontrer à un entrepreneur que sa mission ne s'arrête pas à la comptabilité, justement. Je pense qu'il y a un peu les clients, ils ne sont pas tous timides, les experts comptables. Oui, tant mieux. J'avais une autre question pour toi, c'est effectivement, ça change aussi énormément l'humain. Oui. Et du coup, comment on accompagne la mutation et la transformation de ces collaborateurs comptables qui sont, on sait bien que ce qui est le plus compliqué à changer, c'est eux en fait, parce que ils ont leurs habitudes, ils ont leurs tâches, leurs missions. Comment on les fait prendre d'autres missions? Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec cette assertion. On dit souvent la résistance au changement, elle vient des collaborateurs. Ce n'est pas ce qu'on observe chez nous, en fait. La vraie résistance, elle vient, et c'est toujours comme ça, de la direction, en fait. C'est-à-dire que quand les dirigeants sont convaincus et qui mettent en place les moyens d'eux, alors les équipes, ça devient un projet très enthousiasmant. On a quelques entreprises dans notre groupe qui sont déjà en avance de phase, j'en ai pas beaucoup, mais qui sont en avance de phase là-dessus. Je peux vous dire que quand je vais voir les équipes, et en plus c'est plutôt une génération, enfin, plutôt des jeunes, mais pas que d'ailleurs, et parce que on a aussi des personnes d'un certain âge qui adorent la nouveauté, etc. Et après ça devient une culture en fait. Ce que les gens ne veulent pas, c'est quand ils ne comprennent pas vers où on va et comment on y va. Bah oui, évidemment. Si moi, tu me dis, alors, fais-moi confiance, les yeux fermés, voilà ce que tu faisais, et puis tu vas voir, ça va changer, mais je ne sais pas ni où, ni comment, ni pourquoi j'y vais, c'est sûr que je peux être résistant. Donc, il y a un vrai travail pédagogique des dirigeants pour expliquer c'est quoi le projet et comment on y va. Mais il y a des groupes qui ont fait ça chez Nextinso, ils ont commencé aussi à faire ça. Enfin, voilà, il y en a plein d'autres. Il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on n'ira pas sans les gens. On n'emmènera certainement pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aimeront pas les nouveaux métiers, c'est sûr. Et puis, il y en a plein qui sont très enthousiastes à l'idée de faire évoluer leur métier avec une belle stack technologique innovante, avec des protocoles qui vont bien, avec des noms de métiers qui veulent dire quelque chose, avec du sens pour le client. Voilà, donc il faut bien expliquer les choses et donc c'est tout le sujet de travailler sur la stratégie de l'offre. On est là pour qui, pourquoi, avec quelles offres. On les remet sur étagère et puis après on les coud sur un parcours client qui est sexy, qui embarque un super humain et une super techno. Donc ce sont des projets très enthousiasmants au contraire. Et est-ce que aussi ça va dans le sens de choisir ses clients et de segmenter, oui, de faire des choix? Oui, alors moi je ne crois pas au non-choix. Encore une fois, quand tu ne choisis pas, tu subis tout ce que tu veux. Et bien sûr que ça va avec choisir ses clients. Alors, on choisit ses clients parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que souvent, ça se fait par affinité ou par recommandation. Quand on est obligé de te choisir, c'est déjà moins drôle. Donc, souvent, on choisit un expert comptable plutôt qu'une enseigne ou qu'un bureau ou même une réputation finalement. Donc, tu choisis une personne. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous faites partie de l'offre de service. Donc, la rendre visible, explicite, tout ça, c'est hyper important. Mais choisir ses clients, oui, bien sûr. En fonction de ce que tu vas choisir de créer comme offre de service ou de redesigner comme offre de service, il y a des clients, tu sais que tu ne feras plus ou que tu n'auras plus envie de faire. Et puis, il y a des segments aussi qui t'intéressent davantage, que ce soit par l'organisation, que ce soit par l'univers métier du client. Bien sûr qu'il faut se choisir. Je crois effectivement que
S'il y a quelque chose qui est mort, c'est probablement la fin d'un cabinet hyper généraliste qui n'a pas choisi ses technologies, qui n'a pas choisi son parcours client et qui n'a pas choisi ses univers métiers. Et du coup, il ne pourra pas travailler sa data. Enfin, voilà. Donc ça, le généraliste qui fait tout, il fera à peu près rien. Celui-ci, il est probablement en difficulté. Choisir aussi sa génération de clients. Il y a une génération d'experts, il y a aussi une génération de clients. Si dans ton portefeuille client, tu n'as que des gens qui dans 10 ans sont à la retraite, bon, bah, tu peux dire après moi le déluge, hein, ou tu peux dire bah, comment je fais pour aller vers des typologies de clients qui vont faire que j'ai un nouveau cycle, un cycle de jeunes entrepreneurs. On a bien un pied sur cette typologie de clients. Tu vois, la génération, c'est aussi quelque chose d'important. Mais du coup, là, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Alors, oui, il reste pas beaucoup de temps pour faire tout ça. La facture électronique, elle vient, c'est comme le métronome, tic tac, tic tac. Ça vient nous percuter en fait. Si vous n'avez pas les équipes pour mettre en place cette réforme, et donc que vous n'équipez pas les clients, que vous les installez pas dans une organisation qui va leur être favorable en termes de gestion, de vision, etc., et vous être favorable en termes de traitement de données, de services, etc., alors on aura manqué la première marche. Et quand on manque la première marche, eh ben, c'est plus dur de monter un escalier quand il manque des marches, quoi. Voilà. Donc, chance ou pas chance, de toute façon, ben, moi je trouve que c'est une chance. Ça nous oblige, en fait. Voilà, ça nous oblige. Ne pas subir cette réforme, la mettre en place. Et commencer à expliquer, quand on la met en place, on ne dit pas c'est la réforme de la facture électronique, hein. C'est présenter au contraire l'offre de service, la nouvelle offre de service. Avant ça se passait comme ça, j'aime beaucoup le avant-après, avant ça se passait comme ça, demain ça va se passer comme ça, en précisant bien les nouveaux rôles, les nouveaux métiers, la nouvelle lettre de mission, et puis évidemment par exception, et ça ben, on peut le faire en plus si vous en avez besoin, le moment où, etc. Mais le fait qu'on soit, voilà, facture électronique, c'est le métronome, et on a besoin d'un métronome, là pour le coup, ben, comme tout le monde, hein, parce qu'on sait bien que ce sont des métiers qui sont difficiles en termes de charge de travail. Donc voilà, bonne nouvelle, on n'a pas beaucoup de temps. Bah, c'est souvent quand on n'a pas beaucoup de temps qu'on y va. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des bons accompagnements, en fait, comme tu disais tout à l'heure. Il y a l'e-school qui peut aider. Il y a les bons outils, donc les éditeurs logiciels qui ont quand même pas mal planché sur le sujet. Donc, voilà, c'est un travail collectif entre les organismes de formation, les instances, les experts comptables, les éditeurs de logiciels. Donc, on est tous un peu embarqués dans le même bateau, mais pour la bonne cause. Donc, ça c'est chouette. Voilà. Bah, écoute, on en vient à la fin de ce webinaire. C'est passé comme une flèche. Un grand merci Delphine, c'était super, j'ai adoré. Voilà, moi je trouve qu'on est en train de vivre un truc de dingue qui se vit en général qu'une seule fois dans une profession. Cette révolution depuis la création des experts comptables en 1945, voilà, ça fait quand même un petit moment qu'il fallait qu'elle arrive et c'est super. Ça permet de repenser son modèle, ça permet de se dire maintenant j'ai quand même la capacité de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour arrêter de faire à la main des choses qui peuvent être complètement automatisées et qui in fine ont une valeur, mais peut-être une valeur moins intéressante que le conseil que je peux fournir à un entrepreneur pour être encore plus efficace, pour mieux fiscaliser, pour mieux gérer son patrimoine, pour mieux gérer son entreprise. Et c'est quand même peut-être un petit peu plus valorisant pour un expert comptable. Et puis, ça me permet d'imaginer du coup des nouvelles offres, de me transformer, de travailler avec mes collaborateurs sur le changement d'aujourd'hui et demain. C'est chouette de travailler sur la stratégie d'un cabinet. Moi, je trouve que comme d'une entreprise, c'est ce qui est le plus intéressant. Après, le reste, c'est de l'exécution. Je ne dis pas que l'exécution n'est pas intéressante, mais c'est quand même beaucoup plus grisant de travailler sur la stratégie que sur l'exécution. Donc, c'est super. Ce que je retiens, opportunité de créer des nouveaux services, opportunité de créer des nouveaux métiers. Mais pour ça, il faut cartographier le parcours de son client. C'est vrai que vient des clients avec lesquels vous travaillez, en fait, c'est eux qui ont la réponse. C'est probablement pas vous. Puis après, le vrai sujet, c'est de garder la main sur ces datas, sur ces clients, parce que c'est sûr que si vous perdez le contrôle de la data et le contrôle de vos clients, pour analyser les besoins de vos clients et pour pouvoir leur proposer des nouveaux services, ça va être beaucoup plus compliqué.
Donc voilà, le vrai sujet aujourd'hui où tout le monde essaye de récupérer le contrôle et la main sur la data et sur les clients, bah, c'est vous avez une chance de dingue de pouvoir la garder et de pouvoir capitaliser dessus, quoi. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. On sera ravis de continuer les échanges aux universités d'été pour ceux qui y vont, au congrès des experts comptables pour ceux qui y vont. Et puis, je pense que là, ça ne va pas s'arrêter jusqu'au moins 2028. On est dedans jusque-là. Donc, voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, on mettra les coordonnées de Delphine à l'issue de ce webinaire donc pour l'UMI School. Et puis pour Ingeneo, bah, c'est ingeneo.septeo.com. On est ravis de continuer les discussions à l'issue de ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup à tous. Très belle journée. Et puis, amusez-vous bien parce que ça va être génial. Voilà. Merci beaucoup. Merci Delphine.